Bonjour à tous. Les camps politiques se mobilisent progressivement pour la bataille, la présidentielle d'avril prochain. Si la mouvance, elle, a déjà déterminé ses porte-flambeaux, l'opposition, par contre, prend son temps et réclame d'ailleurs qu'on lui colle la paix parce que la loi ne lui impose pas de calendrier. Soit, mais le 12 octobre prochain n'est plus loin et quand on sait que c'est seulement le parti Les démocrates qui peut composter un duo de candidats au regard des tests, on est en droit de se demander ce que feront les autres formations de l'opposition. Nous allons essayer d'analyser le contexte, les atouts et les faiblesses de chaque parti dans l'opposition au Bénin et traîner un peu aussi sur le sujet lié au débat en cours actuellement au niveau donc des démocrates, la question de l'autoparrainage. On prendra le temps aussi de s'intéresser à l'investiture annoncée du duo de candidats de la mouvance. C'est pour le 4 octobre prochain. Bienvenue donc à tous. Anissé Kalosoki, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue aussi. On va commencer déjà par cette tergiversation qu'on note chez les démocrates à désigner leurs candidats. C'est vrai qu'ils ont envoyé une réponse à l'opinion publique qui n'a pas de contrainte calendaire, en tout cas, sauf la date du 12 octobre. Mais le temps, il passe et le débat s'est accroché cette semaine autour de la question de l'autoparrainage. Faut-il, oui ou non, permettre à ce que, mettons, un maire ou un député, c'est les deux profils de parrain qu'on a, puissent s'auto-parrainer, puisse être candidat? C'est la question qui a été objet de débat. Oui, et cette question divise manifestement au sein des partis les démocrates parce que il y a ceux qui considèrent que les parrains comptent parmi eux des personnalités représentatives qui peuvent candidater à la candidature. Et d'autres se disent non, mais il vaut mieux être prudent parce que la loi n'est pas tout à fait claire sur la question. C'est vrai que la Sénat, à un moment, a dit... A pris position là-dessus. Oui, mais la Sénat n'est pas l'organe qui tranche ces questions-là. Lorsqu'il y aura un contentieux et que le contentieux sera tranché en défaveur de des parrains qui voudraient s'auto-parrainer, les démocrates pourraient se retrouver pratiquement sans candidat. Oui. Et donc, oui, je crois que la carte de la prudence est en train d'être jouée là. Et je pense que cette carte-là est une carte qui divise parce que si d'un côté, les candidats les plus en vue sont éliminés, d'autre part, on considère que ceux qui pourraient venir seraient moins représentatifs que les parrains qui, eux, ont de la visibilité, sont connus et sont les premiers responsables du parti. Oui, ça pourrait aussi, en tout cas, présenter le cas de figure où le parti Les démocrates se retrouverait dans l'impossibilité de présenter une candidature parce qu'on aura clôturé justement le dépôt des dossiers et c'est après cela certainement où, que la Cour constitutionnelle pourrait rejeter. Et ça, c'est un cas de figure assez dangereux. Oui, et je pense qu'il y a quand même des voies pour savoir. Lorsqu'une loi est muette sur certains aspects, je pense qu'il est possible de questionner une institution pour savoir au moins de façon très claire quelle est la conduite à tenir et savoir à quoi justement s'en tenir. Bon, alors, de n'avoir pas fait cette démarche et d'avoir considéré que, bon, prudence et mère de sûreté prive les démocrates d'un gros panel de candidats qui pouvaient être tout à fait représentatifs. Mais il y a une décision, en tout cas, qui a été brandie dernièrement, de la Cour Djogbenou sur la question aussi, mais qui n'a pas été aussi clairement tranchée. Je crois que c'est ça qui instaure surtout l'ombre autour du sujet. Oui, mais tant qu'une question nous paraît moins claire que nous l'aurions voulu, nous avons la possibilité de questionner à chaque fois. Il appartient à l'instance de finir par nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Donc, moi, je pense que les démocrates ne font pas la démarche qui aurait été la plus républicaine de saisir la Cour pour savoir, oui, l'interprétation de la loi de façon très claire. Ou alors, ils connaissent l'interprétation de façon claire et ils jouent à ceux qui ne connaissent pas les détails. On est en tout cas en face d'un cas de figure où il peut y avoir plusieurs possibilités d'interprétation de toutes les façons. Mais on se disait que la prise de position de la Sénat, qui disait oui, ça peut se faire, un parrain peut s'auto-parrainer et être candidat pour la présidentielle. On se disait que cette prise de position de la Sénat aurait pu vider totalement la question. Oui, mais justement, il se trouve que c'est que la Sénat n'est pas
l'instance qui gère le contentieux électoral. Et la Sénat peut avoir un avis qui n'est pas celui de la Cour constitutionnelle. Mais par le passé, on a vu aussi la Sénat trancher comme ça sur des questions, je crois que ça doit être aux élections législatives de 2019, Oui. où justement elle a été sollicitée pour expliquer aux députés qui ont quand même voté la loi ce qu'il fallait en retenir. Oui, mais c'était une explication qui n'était pas tout à fait conforme au cas de figure que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de savoir si un député peut s'auto-parrainer. Il y a des pays dans lesquels c'est tout à fait admis. Et il y a d'autres pays aussi dans lesquels ce n'est pas admis. Donc, on ne sait pas de quel côté penchera la Cour. C'est vrai que ce sont les députés qui ont voté la loi et qui, en principe, comptent parmi eux les membres de LD, devraient pouvoir dire, lorsque nous votions, voilà dans quel sens nous avions voté. Mais j'ai l'impression, tout à fait personnellement, que c'est une question qui a été agitée au sein des démocrates pour éliminer un certain nombre de candidats, oui, et que ça n'a vraiment rien à voir avec une interprétation réelle de la loi. Parce que justement, la loi fait un peu de place, en tout cas à la Sénat, pour une certaine liberté d'interprétation des tests électoraux. Et il est arrivé, comme vous le dites, par le passé, que la Sénat ait tout à fait indiqué le chemin à suivre. Et même lorsque la Cour constitutionnelle se retrouverait à vouloir dire le contraire, la Cour ne peut pas ne pas tenir compte du fait que la Sénat a quand même demandé aux candidats de tenir compte du fait qu'ils pouvaient s'auto-parrainer. Donc, je pense qu'au niveau des démocrates, si cette question est agitée, ce n'est pas parce qu'on a vraiment peur des conséquences d'une impréparation ou d'une mauvaise interprétation, mais ça fait partie, je crois, des stratégies qui sont entre camps pour permettre de décanter, d'éliminer progressivement jusqu'à tomber sur les candidats qu'on a soi-même peut-être décidé de promouvoir. De toute façon, la vague, elle est tombée ou donne l'impression d'être tombée parce que justement, on est passé à autre chose au sein du parti. Désormais, un comité est mis en place pour analyser un peu les propositions de candidature et surtout les projets de société. La bonne démarche démocratique, en principe. La bonne démarche démocratique, il faut en douter. Ah oui? Ah oui, parce que ce ne sont pas les militants. Si c'était des primaires, ça aurait été la bonne démarche démocratique. Mais là, ce ne sont pas des primaires. C'est un comité qui va analyser sur des bases qui ne sont pas forcément objectives. Oui, ça va être des consensus établis entre acteurs ou camps opposés au sein du parti. C'est tellement... Oui, vous savez, moi, ce que ça m'inspire, c'est que au sein du parti, soit on ne se connaît pas, soit on ne se connaît que trop. Parce que sur quoi le comité va-t-il statuer? Sur les curriculums vitae ou bien sur la possibilité des candidats à mobiliser les ressources pour la campagne électorale? C'est un certain nombre de critères. Donc, que ce soit sur l'un ou sur l'autre des critères... Ou sur les deux? Sur les deux, peut-être, oui. Mais moi, les deux me posent problème. Pourquoi? Parce que si c'est maintenant que le parti demande aux gens d'envoyer leur curriculum vitae, c'est un peu comme si on ne se connaissait pas dans le parti. Un parti qui fonctionne normalement, dans lequel il y a des affrontements d'idées, il y a des croisements de démarches, de visions. On sait qui est qui et qui fait quoi. On sait ce que chacun pense. On sait ce que chacun apporte à la réflexion et à la vision prospective. Donc, on n'a pas besoin, à la veille d'une élection, de dire aux gens, venez nous voir pour nous dire qui vous êtes. Ça n'a pas de sens. Oui, mais si on a l'habitude de travailler ensemble sur notre projet de société, si on a l'habitude de travailler ensemble, en fait, si on a l'habitude d'utiliser l'intellect, de réfléchir ensemble, on se connaît. On se connaît même très bien. Et on sait qui peut faire quoi. Ce n'est pas comme un concours dans lequel le dernier de la classe pourrait avoir la chance de passer. Donc, si les gens avaient l'habitude de travailler, de réfléchir ensemble, il n'y a aucune raison de leur demander de venir de parler. Et si c'est le projet de société de chacun qui est expliqué devant ce comité, c'est comme si le parti n'en avait pas. Oui, mais le parti peut avoir de grandes idées, de grandes lignes, de grandes orientations en matière donc de gestion du pays, en matière donc de la gouvernance du pays, quitte à ce que, en fonction des profils des membres, des militants qui aspirent à être le candidat, et puis on peut avoir des déclinaisons spécifiques, des déclinaisons qui soient rattachées à chaque profil. Oui, mais qui croyez-vous qui fait les projets de société? Ce sont les
ce sont les éminences grises du parti. Oui. C'est pourquoi je vous dis, dans un parti qui fonctionne, on sait les éminences grises qui seront membres de ce comité pour évaluer un peu les propositions de ces possibles candidats. Oui, mais déjà, lorsque vous créez un comité comme ça prive le parti de la possibilité de faire valoir son propre projet de société. Ah ouais. Parce que chacun vient avec ce qu'il a concocté dans sa tête. Et normalement, ça ne devrait pas être ça. Parce que si nous avons, à un moment, considéré qu'il fallait faire une réforme du système partisan, même si on a un débat, tout un débat à faire sur la façon dont le système a été réformé, c'est parce que nous avons souhaité que ce soit les partis politiques qui portent les idées. Et aujourd'hui, nous avons un parti qui dit, venez nous dire quelles sont vos idées. Et on choisira... Non, pas les idées, les stratégies pour faire prospérer nos idées de démocratie. Non, je pense qu'en réalité, on se connaît bien. Ce n'est donc pas la question de savoir qui pense quoi et qui veut faire quoi. La question essentielle, me semble-t-il, c'est sur le deuxième volet. Qui avez-vous pour financer la campagne? Et ça nous ramène... une question pertinente. Ça nous ramène à ce que nous étions hier et que nous avons voulu réformer. Quelqu'un débarque avec de l'argent et c'est lui qui est candidat parce que c'est lui qui a la stratégie. Mais tous les partis politiques ne sont pas à l'abri de cette menace-là, justement. Oui, on les voit comment ils se composent. Justement. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas faire comment dire, il ne faut pas penser que c'est le parti Les Démocrates seul qui en souffre, qui est dans ce cas de figure. Tous les partis politiques fonctionnent d'une façon qui me semble totalement contraire à la normale. Parce que dans une démocratie qui fonctionne, on lance un appel de fonds. Et ce sont les militants et les sympathisants qui sont convaincus de ce que vous voulez faire, qui financent la campagne électorale. Ce n'est pas un candidat, quelqu'un qui se lève et qui dit, bon, moi, voilà ce que je vais faire, mais j'ai trouvé des sources de financement. Mais si cette personne est élue, quel sera son plan, quel sera son projet de société? Son projet de société ne sera pas le projet de société du parti. C'est le projet de société. Mais la pâte appartient à celui qui donne la farine. Non, mais vous pensez que des gens vont financer un candidat qui va venir au pouvoir, faire ce que lui il a envie de faire? Mais la loi sur le financement des partis politiques au Bénin établit très clairement comment est-ce qu'il faut participer au financement des activités d'un parti politique. Oui, c'est ce que je vous dis. Et dans ce cadre précisément, si un acteur, notamment un militant du parti LD, vient à proposer des idées qui ne sont pas conformes justement à ce que la loi a tracé, quitte au comité de lui dire, là, vous vous écartez justement du chemin qui va nous conduire vers des lendemains incertains où ça va être quelqu'un qui va nous dicter la conduite à tenir. Il y a des gens qui étaient dans la démocratie bien longtemps avant nous, qui ont des partis, qui ont un mode de fonctionnement que tout le monde connaît. Lorsqu'il y a une élection, on lance un appel de fonds et on dit, telle personne a donné tel montant, telle personne a donné tel montant. Et on se dit, nous nous rapprochons du montant que nous projetons de collecter, il reste encore telle proportion de milliards à rassembler. Donc, c'est transparent. Oui, mais ici, nous sommes encore en train de tâtonner, nous sommes à nos premiers pas. On ne peut pas être aussi parfait et aussi bien organisé comme des démocraties qui ont fait 300 ans, 200 ans. Si un parti ne fonctionne comme ça devrait l'être dans un bon système démocratique, évitons de dire alors que nous sommes en train de vivre une démocratie. Parce que ce sont les partis qui font vivre la démocratie. Et si les partis ne fonctionnent pas sur un bon modèle démocratique, et que même dans le choix des candidats, ce n'est pas démocratique, parce que ça, vous me direz tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas démocratique. Ah oui. Il n'y aura pas de vote pour choisir le candidat. Oui, il y a un comité qui a été installé consensuellement. Un comité de 15 membres qui va statuer sur les profits, essentiellement sur la capacité de mobilisation des fonds. Ce qui est un élément fondamental à mon Et c'est pourquoi je vous dis qu'il pourrait, à ce rythme-là, désigner un candidat qui soit peut-être moins outillé sur le plan intellectuel, moins capable sur le plan même de la vision, mais qui a la chance d'avoir peut-être des bailleurs de fonds qui lui permettent à lui de venir
pour leurs intérêts. Il ne faut jamais oublier ça. On ne va pas oublier non plus le contexte que, justement, il est caractérisé par ce fait que les gens, enfin, l'électeur ne tient pas en compte suffisamment de la capacité intellectuelle de proposition d'idées des candidats. Et que, justement, ce qui fait, en tout cas, obtenir le succès électoral, c'est surtout la capacité à injecter beaucoup d'argent dans le système. D'ailleurs, quand on prend la présidentielle de 2016, quand on voit un peu l'ordre d'arrivée des candidats, on voit clairement que c'est en fonction de la quantité d'argent qu'on a investi dans le... Donc, les démocrates n'ont pas tort de tenir compte d'abord de ce volet. Oui, mais si, entre-temps, il n'y avait pas eu le constat en 2016 qu'il fallait changer cet état de choses et que ce changement a amené des réformes pour que nous ne soyons plus à choisir celui qui amène de l'argent comme le meilleur des candidats, j'aurais trouvé raison à ce que vous dites. Je vous aurais trouvé raison. Mais nous avons fait ce constat en 2016 et nous avons dit ce n'est pas normal que quelqu'un arrive avec de l'argent et que ce soit lui qui ait choisi parce qu'il a de l'argent. Alors qu'il n'a jamais contribué à faire la réflexion au sein du parti, il n'a même pas compté, il ne connaît même pas le projet de société du parti, mais c'est lui qui amène l'argent et on dit bon parce qu'il a amené l'argent. Donc on n'a pas avancé, c'est ce que j'essaye de dire. Nous n'avons véritablement pas avancé et ce n'est pas nécessairement que du parti, du côté du parti les démocrates qu'il faut tourner le regard. Quand je dis ça, ce sont l'ensemble des partis que nous avons dans le pays qui ne fonctionnent pas encore sur un bon modèle démocratique qui oblige les citoyens militants à contribuer à faire vivre leur parti politique. Oui, mais là-dessus, le travail que le comité a à faire, c'est juste de voir quelles sont justement les sources de financement que propose le potentiel candidat en face de lui, et surtout de voir, en fonction des prévisions de la loi sur le financement des partis politiques, déterminer quelles sont les sources qui sont acceptables ou pas, et justement faire signer des engagements à des potentiels financeurs, en griffe, de candidature au sein du Parti Les Démocrates. Je crois que ça va être plus transparent et nous avons une grande aide portée par justement la loi sur le financement des partis politiques. Alors là, vous considérez qu'à l'intérieur du parti, il y a des membres qui tout seuls ont travaillé à avoir un financement indépendamment du parti. Oui, ou qui peuvent aller, débaucher ou découvrir ou aller en tout cas trouver des financeurs pour appuyer leur campagne. Parce que même ailleurs, je crois qu'à la dernière présidentielle, notamment aux États-Unis, des bailleurs se sont levés spontanément parce que le parti a choisi tel plutôt que de tel autre. Et ça n'a pas posé problème. Alors, si nous considérons ça, et qu'aucun candidat à la candidature jusqu'à présent n'est venu sur la place publique dire « je travaille à être candidat », et que nous puissions être en mesure d'identifier quelques-uns au moins de ces bailleurs. Enfin, c'est ça la transparence démocratique. Quelqu'un devrait déjà venir, ou deux personnes au moins parmi les démocrates sur la place publique, dire « je travaille à être candidat à la candidature et j'ai le soutien de tel, tel et tel bailleur ». Vous connaissez notre discrétion autour de... S'il y a de la discrétion, ce n'est plus transparent. Qu'est-ce que nous dénonçons alors? Qu'est-ce que nous dénonçons quand le gouvernement ne fait pas de la communication autour de certaines choses? On ne peut pas ne pas travailler dans la transparence quand il s'agit de mobiliser des ressources pour une campagne électorale. C'est ce que nous avons souhaité avec la réforme. Et donc, c'est ce qui doit se faire. Alors moi, je considère que, quel que soit le choix que fera ce comité, il s'appuiera sur des propositions que fera un candidat à la candidature sans que ces financements soient déjà acquis. Parce qu'on peut choisir un candidat sur la base d'un certain nombre d'affirmations qui se retrouvent après en difficulté parce qu'il n'a eu que des accords de principe qui n'avaient pas abouti. Donc moi, je ne sais pas, on va suivre et peut-être que nous serons un peu surpris de constater qu'en réalité, le parti avait une source de financement ou des sources de financement que nous ne connaissions pas et que les fonds étaient déjà mobilisés et qu'on avait juste besoin de tester les candidats pour savoir quelles sont leurs capacités. À l'heure actuelle, quels sont les profils, à votre avis, qui se dégagent? Ça dépend de l'interprétation qu'on fait de la loi dont nous parlions tantôt. Si les parrains ne peuvent pas s'auto-parrainer, il y a déjà
28 personnalités qui sortent du jeu, qui sont à out. Et ça, je pense que ça serait quand même un gros coup pour le parti, parce que ce sont ces personnalités-là qui portent le parti, en réalité. Bon, si on sort ces 28 personnalités, il reste qui peut-être Nourdine Saka Saleh qui fait ce qu'il faut pour montrer qu'il a l'étoffe d'un présidentiable. On cite Guy Mitokpe, on cite des enfants même du président Yahi, on cite le fonctionnaire international Biosawe. Bon, si on reste dans le cadre strict des démocrates tel que le parti est composé aujourd'hui, je pense qu'on n'ira pas au-delà de ces personnalités-là. Mais il se pourrait bien que, d'ailleurs aussi, on ait coopté quelqu'un qui soit en mesure véritablement d'avoir à la fois le profil technique et la possibilité du financement. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Hein. Le 12 octobre, il est à côté. On verra bien ce que ça va donner. Nous parlons donc du parti Les Démocrates. Nous sommes dans l'opposition. Et les autres formations politiques de l'opposition, on les attend très peu, hein, sauf quelques-uns dernièrement. Il y en a un qui a signé des accords politiques par ici et par là, et dont on connaît clairement assez la position. Je veux parler du parti Foscori pour un Bénin émergent. Oui. Par contre, il y en a un autre aussi, dont on ne sait plus vraiment, en tout cas, quelle sera l'attitude les jours à venir, qui était pourtant quand même très engagé aux côtés du parti Les Démocrates. Je veux parler du MPL, le Mouvement pour la Libération, qui désormais ne fait plus partie justement de ce cadre de concertation. Oui. Alors, à ce mouvement, on peut associer, ma foi, le parti Restaurer l'Espoir, qui est aussi, mettons, un parti de l'opposition et qui fait cavalier seul. Donc, on a deux partis de l'opposition qui font cavalier seul, le MPL et le parti Restaurer l'Espoir. Et de l'autre côté, maintenant, ceux qui sont restés encore avec le parti Les Démocrates. Donc, deux physionomies, deux catégories. Est-ce que ça va être le même comportement ? Non, ça ne pourrait pas être le même comportement. Déjà, il faut se dire clairement que vous n'existez que lorsque vous pouvez présenter un candidat. Or, pour présenter un candidat, il faut avoir la possibilité d'être parrainé. D'avoir le parrainage. Pour être parrainé, il faut être associé aux partis qui ont aujourd'hui des parrains. Les démocrates en ont 28. Ils ne peuvent pas en donner à qui que ce soit d'autre. Les autres, de leur côté, ont une majorité, mais ils ont déjà un candidat à parrainer. Ils ont un duo à parrainer. Et FCBE, qui vient de signer un accord de gouvernement, a signé cet accord-là dans la perspective de faire parrainer son duo au cas où il en désignerait un. Et je pense que FCBE va désigner un duo. Ah oui, avec les 5... Je suis absolument convaincu que FCBE va désigner Là, on est dans le schéma de 2021. Je ne sais pas dans quel schéma on sera, mais en dehors de FCBE, je ne vois aucun autre parti qui pourrait avoir le parrainage. Oui. Parce que pour avoir le parrainage, il faut avoir un accord de gouvernance, car vous ne pouvez pas parrainer vous-même. Oui, mais... Donc, si on ne peut pas signer un accord avec LD, qui a déjà ses 28 députés et qui ne peut pas en donner, c'est forcément avec les deux autres partis de la mouvance présidentielle qu'il faut signer. N'est-ce pas? Déjà qu'avec BR, c'est compliqué parce qu'ils en ont aussi 28. Bon, mais c'est vrai qu'ils ne désignent pas, ils sont avec UPR. Mais UPR a déjà son duo. Et si UPR doit donner des parrainages aujourd'hui, c'est à FCBE qui a un accord de gouvernance. En priorité. Ce n'est pas priorité. Mais personne d'autre ne peut avoir s'il n'y a pas un accord. C'est possible que autant les FCBE ont pu faire la démarche, autant MPL puisse faire la démarche, autant Restaurer l'Espoir puisse faire la démarche aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et je vous dis que s'ils n'ont pas fait la démarche jusqu'à ce que nous soyons à quelques encablures du dépôt de candidature, c'est que peut-être ils ont d'autres perspectives, ou en tout cas qu'ils n'ont pas envie de désigner de duo. Et que pour eux, c'est clair qu'ils vont peut-être négocier autrement que d'avoir un accord de gouvernance. Mais il n'y a que l'accord de gouvernance qui permet à un parti qui n'a pas la possibilité de se parrainer d'avoir les parrains on a les partis NFN, Nouvelle Force Nationale de M. Avognon, et le GSR d'Antoine
Guédou Bissé-Togbe, qui reste toujours dans le cadre de concertation avec, mettons, le Parti Les Démocrates, un peu comme pour accompagner la vague. Oui, il ne peut pas avoir un autre rôle que celui-là. Ah oui? Oui, parce qu'en toute autonomie, il ne représente pas une force suffisamment puissante pour se maintenir. Donc, soit ils sont avec les démocrates, soit ils sont avec ceux de la mouvance. On ne les a pas encore entendus se déterminer. Mais comme ils sont dans le cadre de concertation de l'opposition, on peut considérer qu'ils sont membres de l'opposition. Et il se pourrait bien que ce soit parmi ces partis-là que les démocrates finissent par aller trouver un candidat. Un profil? Est-ce qui... que vraiment les démocrates iront, les personnalités qu'on a citées là, les laisser aller trouver des candidats au niveau de NFN ou bien au niveau de JSR? Parce que oui, les démocrates sont dans une démarche méthodique. Et cette démarche consiste d'abord à éliminer sur dossier, au sein même du parti, les candidats qui présenteraient des failles dans leur dossier, pour que ce ne soit pas au niveau de la Sénat qu'on aille éliminer ces dossiers-là. D'accord? Donc, parmi les personnalités qui peuvent se présenter, il y en a qui seront éliminés au sein même du parti parce que leur dossier présenterait des failles, voilà, ou des irrégularités. Donc, si en faisant cette élimination progressive, on en arrive à éliminer un certain nombre de personnalités et qu'on considère que, bon, à partir de là, il faut aller chercher des profils parce qu'on n'en a plus de très compétitifs. Il ne faut pas oublier que la compétition se fait face à la mouvance présidentielle qui a quand même désigné un candidat qui de l'avis de tous, a des atouts très élevés. Donc, on ne peut pas, au sein des démocrates, s'amuser à dire, bon, même si on élimine tout le monde, et, enfin, j'entends certaines personnes le dire, même si c'est un fou ou un malade mental, du moins qu'on amène à la tête des démocrates pour être président de la République, nous allons voter les yeux fermés. Bon, ça, c'est le grand public, non, c'est surtout les internautes qui le disent. Ça n'a aucun sens. Il faut aller trouver un profil qui puisse rivaliser avec celui du candidat de la mouvance présidentielle. Et si au sein du parti, oui, on procède par élimination et qu'on en arrive à éliminer toutes les personnalités importantes, il faut absolument aller les chercher ailleurs. Et je crois qu'à ce moment-là, les partis comme NFN et autres seront très importants. Mais c'est des partis dont on ne connaît pas véritablement les militants en tant que tels, en dehors de la physionomie des présidents qui les dirigent. Merci. On connaît la physionomie des présidents qui les dirigent et ces présidents sont d'obédience très clairement de l'opposition. Opposés à la mouvance présidentielle. Oui. Donc, il y a un certain nombre d'affinités qui font qu'il y a un cadre de concertation qui les réunit. Par conséquent, moi, je ne trouverais aucun inconvénient, par exemple, à ce qu'on aille choisir un profil dans un autre parti qui est un allié sûr. Mais ça dépendra de la bonne volonté et seulement de la bonne volonté du Parti des démocrates parce qu'il n'y a pas de moyen de contrainte pour amener justement ces alliés à obliger ou amener d'une manière ou d'une autre le Parti des démocrates à choisir dans leur rang. Non, mais tout le monde a envie de gagner. Et lorsque vous-même, vous faites tous les calculs et que vous considérez que les forces sur lesquels vous pouvez compter, les atouts sur lesquels vous pouvez compter ne sont pas concurrentiels, vous allez chercher du renfort là où il faut parce que vous avez envie de gagner. Mais est-ce que l'on soit un parti Restaurer l'Espoir, Cavalier seul ou MPL Cavalier seul actuellement, est-ce qu'on arrivera vraiment à cette mobilisation en tout cas et de consignes, mettons au profit du candidat qui sera désigné, notamment pour représenter l'opposition? Je pense qu'il faudra attendre que ce duo soit constitué pour savoir ce que chacun fera. Parce que la décision de chacun dépendra justement du profil des membres du duo. Si vous prenez quelqu'un dans un parti satellite, ce parti-là est forcément avec vous et tous ceux qui sont en affinité avec ce parti-là sont avec vous. Bon, maintenant, si vous choisissez quelqu'un en dehors de ces partis-là, les deux que vous choisissez ne sont pas de ces partis-là, ils peuvent se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Vous voyez? Donc, je pense que c'est à partir du profil du duo
que les décisions seront prises au sein de tous les états-majors et qu'on saura ce que chacun véritablement veut faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, chacun veut gagner. Mais quand on voit dans le fond, c'est vrai, mathématiquement, ils n'ont pas de poids en tant que tel. Quand je parle de mathématiquement, c'est par rapport justement à la disponibilité des parrains et la capacité à en obtenir. Donc mathématiquement, ils n'ont pas vraiment de force en tant que tel, mais de façon abstraite aussi. Et là, je pense un peu à la capacité à influencer les positions des électeurs. Abstraitement, est-ce que véritablement ils ont un poids en tant que tel? Je vois un MPL qui n'a jamais été aux élections, par exemple, depuis mettons 2019, en dehors justement de la tentative de 2020 où la Sénat a recalé leur dossier. Parti Restaurer l'Espoir, qui a quand même toujours boycotté et appelé au boycott des différentes élections jusque-là. Le GSC et NFN n'ont jamais été confrontés à une élection au Bénin. Donc on n'a pas vraiment une réelle idée de leur capacité en griffe de nuisance sur le terrain. Non, on n'en a pas. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les démocrates ne forcent pas trop pour que certains partis restent avec eux. Parce qu'ils se disent, bon, ben, sur le plan électoral, on ne sait pas ce qu'il va bon, ils ne comptent pas pour grand-chose. Mais il faut dire aussi que les démocrates comptent essentiellement sur l'état d'âme des électeurs. Parce qu'à ce jour, nous ne connaissons aucun programme qui puisse mobiliser les électeurs autour des démocrates. Donc, le seul atout sur lequel ils comptent manifestement, c'est sur le mécontentement populaire. Or, ce mécontentement populaire, s'il était à un taux très élevé autour de 2021, 2022 et même 2023, je crois que ce taux a drastiquement chuté depuis quelque temps. Et aujourd'hui, je pense, pour ce que j'observe, que si Patrice Talon fait une tournée nationale, on ne lui jettera pas la pierre. Au contraire, je pense qu'il sera véritablement porté en triomphe parce qu'il y a un certain nombre de points positifs qui se sont agrégés pour faire aujourd'hui de sa gouvernance une gouvernance moins décriée qu'elle ne l'était il y a 3 ou 4 ans. En tout cas, ça va être un élément déterminant aussi, la capacité de mobilisation autour des duos qui vont se constituer. Et on espère véritablement, en tout cas, que les alliés, dans chaque camp, pourraient apporter un plus à chaque duo pour le succès final. Allez, on va aborder le dernier sujet, le choix de Parakou, puisque nous parlons notamment de duo. La mouvance a déjà fixé le sien. Désormais, on connaît un peu le ticket constitué au profit donc, de la mouvance. C'est Romuald Wada et Mariam Chabitalata pour être le porte-flambeau de la mouvance à cette consultation d'avril prochain. Et là, l'investiture, ce sera pour le 4 avril prochain, notamment à Parakou. Que vont-ils chercher à Parakou, à votre avis? Ils vont chercher l'adhésion populaire. Ah oui? Il y en a à Cotonou, il y en a à Porto Novo, il y en a même dans le Lokossa natal de Wadani. Et il se trouve que Boni Yayi, qui est le président des démocrates, a fait depuis longtemps de Parakou un peu comme son fief. Et il a été toujours difficile depuis un certain nombre d'années de battre Boni Yayi, en tout cas, sur le terrain à Parakou. Et donc, je pense que l'investiture sur la terre de Parakou, c'est pour dire aux militants qui sont à Parakou, le duo que nous allons élire vous fait l'honneur de venir vers vous et vous considère comme des électeurs importants. En politique, on commence toujours par aller vers les personnes les plus difficiles. Parce qu'il faut rallier le maximum de personnes à sa cause. Et si vous commencez par des zones qui vous sont acquises, vous ne gagnez rien. Il faut toujours aller à la conquête de l'électorat. Et je pense que la zone la plus difficile d'accès aujourd'hui pour le duo de la mouvance présidentielle, c'est précisément la 8e circonscription électorale qui a, depuis très longtemps, donné des scores qui n'étaient pas du tout favorable à la mouvance présidentielle. Donc, quand les démocrates avaient fait leur congrès, vous vous rappelez bien que c'est également... Oui, tous les partis politiques ont choisi là-bas, d'aller naître là-bas. Voilà. Le BR, le PR, très bien. Ils ont choisi d'aller... Parce que c'est un électorat que tout le monde a envie de conquérir, qui pour l'instant est encore
sous la maîtrise, on va dire, de Boni Yayi et de son parti, mais il est vrai que après tout ce que Patrice Talon a pu faire, après tout ce que les citoyens ont pu voir ces dernières années, quelque chose a peut-être commencé par changer, qu'il faut aller capitaliser. Et il était important d'aller capitaliser à Parakou. Et je pense qu'on ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour aller lancer, est-ce que c'est vraiment pour aller investir un candidat de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée quand on sait que dernièrement, il y a eu une polémique qui a d'ailleurs même contraint à un départ du gouvernement, même si encore on n'a pas été clairement situé par rapport à cette affaire-là. Quand on sait qu'aux dernières consultations législatives, les partis de la mouvance ont été battus à plate couture dans cette ville-là. Et quand on y ajoute aussi le fait que les villes ont généralement été souvent des bastions de l'opposition, est-ce que véritablement c'est une bonne idée que d'aller là-bas? Oui, oui, c'est absolument une bonne idée. Et je pense qu'il y a eu des préalables. Parce qu'avant de programmer cette investiture, il y a d'abord eu une sorte de réconciliation des forces qui composent la majorité présidentielle au sein de la 8e circonscription électorale. Ensuite, la réhabilitation de personnes qui ont pu tomber en disgrâce à un moment ou à un autre, de sorte qu'aujourd'hui, toutes les forces sont mobilisées pour aller à l'assaut de cet électorat. Et c'était tout à fait stratégique de choisir Parakou parce que c'est justement un fief qui a été difficile d'accès pour la mouvance présidentielle jusqu'à présent. Et c'est par là qu'il fallait effectivement commencer. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on y tient fondamentalement. On ne me dira pas que Parakou, c'est la ville qui fait basculer une élection présidentielle. Mais ça, vous ne pouvez pas le dire non plus. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et c'est pourrait bien que ce soit Parakou qui fasse basculer. Ah oui, pourquoi? Ah oui. Quels sont les éléments qui sont là? Objectivement, on a en tout cas, je dois dire, il y a des raisons pour lesquelles tous les partis choisissent d'aller s'installer à Parakou, d'aller naître à Parakou, d'aller conquérir Parakou. Non, il y a un électorat cosmopolite à Parakou. Et cet électorat cosmopolite donne parfois le pouls, donne une idée générale du sentiment, on va dire, du sondage qu'on peut faire de l'électorat national. Et quand vous faites le sondage de Parakou, vous avez une idée, peut-être pas très nette, mais une idée quand même de ce que l'électorat représente sur le plan national pour votre candidature. Et moi, je pense que lorsque le duo de la présidentielle a été installé, les grands responsables des partis politiques ont dû s'asseoir, ont dû réfléchir et ont dû conclure que Parakou était la ville la plus difficile d'accès aujourd'hui pour l'électorat de la mouvance présidentielle. Et donc, par conséquent, oui, si on installe, si on investit le candidat dans cette ville-là, ça lui donne une certaine légitimité à se considérer comme étant le candidat de Parakou. Et quelque part, ça peut jouer, et ça peut jouer gros. Parce que, bon, s'il s'installe, si on l'investit à Cotonou, et qu'on laisse Parakou totalement intact. Pas totalement, on pourrait faire, je sais pas moi, totalement intact, et que c'est seulement pendant la campagne électorale qu'on fait un tour par là-bas. Ceux de Parakou pourraient se dire, oui, mais vous n'êtes pas des nôtres, vous êtes allés vous faire investir chez vous, et ici, ce n'est pas chez vous, n'est-ce pas? Et Wadaini a bien envie que l'on dise que Parakou, c'est chez lui. Je me rappelle quand Patrice Talon faisait la campagne en 2016, il y a un certain nombre de personnes qui pensaient que la partie septentrionale du pays lui est complètement défavorable. Et lui, il n'a pas tenu compte de ça. Il a commencé sa campagne et vous avez bien vu le résultat que ça a donné à la fin. Donc je pense que si on a une stratégie qui a déjà payé une fois, il n'y a aucune raison de ne pas la rééditer. Mais est-ce que c'est... Je suis toujours en train de me poser des questions. Hein? Est-ce que c'est vraiment pertinent quand on sait qu'aux dernières consultations législatives, ceux qui ont été positionnés d'une manière ou d'une autre ont été battus à plate couture, que ce soit ces mêmes personnalités qui soient regroupées autour de ce duo pour le porter justement officiellement à la candidature
à Parakou précisément? Parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même un rejet manifeste de la population, manifesté à l'occasion donc de la consultation législative de Non, 2023. le rejet était peut-être dû au fait que les trois personnalités ne s'entendaient pas. Et que ces personnalités dont vous parlez ont peut-être marché les pieds les uns sur les autres, sur les plates-bandes des uns des autres, oui, comme vous dites. Et ça a pu contribuer à les faire échouer tous. Bon, maintenant qu'ils sont ensemble et qu'ils regardent dans la même direction, ça aura certainement un intérêt et je pense qu'il faut surfer sur cet intérêt-là. Et encore une fois, je pense que le duo de la présidentielle, au niveau de la mouvance présidentielle, voit bien en allant commencer son combat pour la conquête du pouvoir là-bas, à Parakou, parce que le succès de cette investiture pourrait être déterminant pour la suite. J'ai bien envie d'entendre Nicéphore Dieudonné Soglo sur le sujet. Lui qui a quand même, mettons, construit une double voie qui entre dans la ville de Nati Tengou en 96. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup voté pour lui, hein, pour sa candidature. Non, mais il y a différentes façons d'aborder les électeurs dans ce cas de figure. Il y a un autre homme politique qui, lui, n'a rien construit du tout, mais a mis plusieurs années à entretenir les hommes politiques du septentrion grassement, en se disant, bon, ils sont acquis. Mais à la fin, il s'est retrouvé avec des démissions en cascade de personnes qu'il a entretenues pendant de nombreuses années sur le plan financier. Donc, chacun a sa façon de percevoir comment il va à la conquête de l'électorat. Ici, il s'agit de capitaliser sur ce qui a été fait à Parakou, parce que quand même, le PAG a eu un impact très, très positif sur la ville de Parakou et environ. Si vous allez là-bas, vous sentez qu'en 10 ans de président de Patrice Talon, Parakou a quand même reçu son lot. Et sur ce lot-là, on peut aller capitaliser aujourd'hui, contrairement à ceux qui ont tracé peut-être une voie ou deux et qui ont été déçus par la suite. On peut toujours faire aussi la même conclusion, la même déduction. Hein? Est-ce que ceux de Lokossa ne vont pas se fâcher, ou ceux de Bembereke pour Mariam Chabi-Talata vont pas se fâcher? Ils ont bien envie d'avoir la priorité des premiers mots de ces candidats. Tout le monde a envie d'avoir le premier mot, mais je vous le disais tantôt, quand vous avez des gens qui vous sont acquis, ces personnes peuvent mieux comprendre que vous ne les ayez pas choisis en premier. Bon, par contre, là où ce n'est pas acquis du tout, où vous n'êtes pas allé, on n'a plus de mal à vous pardonner que vous ne soyez pas venu au moins par amitié vers ces personnes-là. Bon, donc, c'est politique. C'est une stratégie hautement politique. On est en train d'analyser justement le succès et les retombées de cette stratégie et de ce choix, justement. Je pense qu'aucun autre choix n'aurait autant d'intérêt que Parakou. Quelle que soit la région qu'on choisirait pour installer Romuald Wadagni, aucun autre ne serait plus susceptible de lui apporter de la plus-value. Et les hommes politiques de grande valeur qui composent le BR et l'UPR l'ont parfaitement perçu et ont certainement pesé dans... Moi, je me disais, une ville comme Niki, par exemple, qui quand même, mettons, est un pôle culturel important, quand on connaît la place que le gouvernement a accordée au tourisme et à la culture, etc., aurait pu quand même être un élément fondamental, surtout et de proximité linguistique, puisque Mariam Chabi-Talata est quand même d'obédience linguistique Bariba, pourrait aussi aider à capter davantage. À la dernière Gani, je pense que cette capitalisation a déjà été faite et qu'on n'a plus besoin d'aller convaincre qui que ce soit à Niki aujourd'hui par rapport à la mouvance présidentielle. Il y a le palais majestueux qui a été construit, il y a tout ce qu'on a mis comme logistique pour la Gani. Je pense que même les aveugles l'ont vu. Par conséquent, ce n'est pas la même chose que dans une ville cosmopolite où les gens ont d'autres critères qui ne sont pas forcément des critères de langue ou de proximité raciale. Parakou, comme je vous l'ai dit, c'est une ville où vraiment il y a de tout. Mais si dans une ville comme ça, l'opposition domine et que vous ne faites rien pour que l'opposition recule, c'est vous qui perdez. Par conséquent, oui, je pense que la démarche qui est faite aujourd'hui, c'est justement de faire reculer l'opposition de son fief habituel qu'est Parakou vers les périphéries. Que pourrait-on pas dire aussi de villes comme Nati Tengou, peut-être même Porto Novo?
Oui, il y aura toujours une raison pour laquelle on aurait dû choisir une ville plutôt qu'une autre. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a certainement beaucoup de personnes qui ont frotté leurs connaissances politiques, qui ont confronté leurs idées politiques pour finir par aboutir à la conclusion que Parakou présente totalement tous les aspects qui permettent de capitaliser quelque chose. Et je pense que si les partis politiques n'avaient pas été consultés, on aurait pu dire, bon, que le candidat, sur un coup de tête, choisit telle ou telle ville. Mais c'est tellement important qu'on ne pouvait pas faire ce genre de choses sans les partis politiques. Et si ce sont les partis politiques qui ont pesé sur cette décision, c'est que forcément, elle est bonne pour la mouvance présidentielle. Et qu'est-ce qu'ils diront, les deux, Romuald Wadaï, Mariam Chabit Alata, qu'est-ce qu'ils diront le jour-là, à votre avis? Ben, qu'est-ce qu'ils diront? Ils ont plus de facilité qu'on les a déjà vus à l'œuvre. Ils ont plus de facilité que leur bilan est visible. Ils ont d'autant plus de facilité qu'il leur suffit de dire « nous sommes là pour continuer tout ce que vous connaissez déjà ». Tout ce que vous voyez. Ça va être trop facile, ça, non? Parce que la façon de gérer de Patrice Talon n'est pas la façon de gérer de Romuald Wadaï. Même si Patrice Talon peut faire des réalisations, le style sera certainement différent avec Romuald Wadaï. Oui. Et c'est sur ça surtout que les populations attendent d'entendre justement les différents candidats. Parce que le style Patrice Talon a été suffisamment rigoureux pour que les gens se plaignent tout le temps de l'absence un peu de sous, etc. et de sécheresse financière. Mais vous savez, ce n'est pas sur l'absence de sous, comme vous dites, qu'il faut juger un gouvernement. Il faut juger le gouvernement par rapport à la pertinence des décisions qui sont prises et par rapport à la plus-value que ces décisions ont générée. Et je pense, je vous le disais tantôt, qu'il y avait beaucoup de mécontentement populaire il y a quelques années, que depuis quelque temps, les citoyens voient, les citoyens comprennent et se disent « c'est vrai, nous avons souffert, mais ce n'était pas tout à fait inutile. » Il y aura toujours des mécontents. Quoi qu'on fasse, mais il y aura toujours des mécontents. Il y a que Nicéphore Désiré-Soglo a fait cette expérience à Cotonou avec cette affaire de pavé. Est-ce que c'est ça qu'on va manger? Donc les réalisations peuvent exister alors que dans le cœur des Béninois, on a toujours une petite réserve. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que les réalisations ne sont même pas les réformes les plus importantes que Patrice Talon a pu apporter. Oui. Les réalisations les plus importantes sont ces réformes qui ont agi directement sur notre comportement. Regardez-nous, depuis quelque temps, nous ne sommes plus des irresponsables. Ah oui? Ah non, depuis quelque temps, nous sommes disciplinés. En quoi est-ce que nous sommes devenus responsables ou que nous n'étions pas responsables? Oui, mais non. D'abord, sur la façon dont nous gérions l'argent et les biens publics. Il y a toujours des personnes à mettre en prison tous les jours. Mais dans l'ensemble, il y a eu une amélioration. Regardez comment les missions officielles se faisaient. Regardez comment les impôts étaient gérés. Regardez comment l'argent de la douane était collecté. Regardez un peu comment nous avions la facilité de prendre des marchés publics pour devenir riches et même de ne pas exécuter du tout le marché et de prendre quand même l'argent. Vous voyez, ces choses-là ne sont plus possibles. Et si ces choses-là ne sont plus possibles, c'est normal que nous ayons de moins en moins d'argent. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas sur le moins d'argent qu'il faut juger, mais c'est sur la plus-value que ça nous a apporté. Donc, les routes, tout ça, c'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez poser un acte, vous réfléchissez. Lorsque vous êtes dans la circulation, aujourd'hui, vous n'avez plus la même insouciance qu'hier où vous vous dites quoi que je fasse, il ne se passera rien. Il y a un gendarme à tous les coins de rue et vous êtes obligé de faire très attention. Même si vous violez un feu, vous avez conscience que dans les mètres qui suivent, on peut vous arrêter. Vous voyez? Donc, ces choses-là qui nous font porter le casque aujourd'hui d'une façon très naturelle, qui nous font payer l'impôt aujourd'hui d'une façon très naturelle, ce sont des signes que quelque chose a changé dans notre comportement. Et moi, c'est ça que je considère comme ce qui est important. Mais il restera toujours à aller davantage plus loin dans les réformes en ce qui concerne la gestion politique. Je vais dire la gestion politicienne du pays. C'est dans ce sens que moi, j'attends peut-être le prochain duo à la présidentielle. La gestion politicienne. La gestion politicienne. Le personnel politique ou l'entretien du personnel politique ou l'entretien, comme on dit,
de la base, qu'est-ce que c'est fondamentalement et qu'est-ce que Romuald Wardani peut changer à ça quand on sait que, enfin, quand on connaît son profil de financier, d'homme du monde des finances, c'est des gens difficiles à faire avoir, à faire sortir l'argent, il paraît. S'il est difficile à faire sortir de l'argent, c'est tant mieux. Parce que j'ai toujours considéré qu'il y en avait trop en politique et qu'on pouvait faire une réduction drastique. Mais malheureusement, les salaires politiques sont restés ce qu'ils sont restés. Ben oui, il y a peut-être une raison à ça. Et ce qui est important, qu'il faut déjà noter, c'est que l'emprise de la classe politique sur les décisions de gestion de l'État a quand même fortement régressé. Et ça, c'est aussi une marque de la gouvernance de Patrice Talon. Et c'est très important. On ne marchande plus, comme par le passé, les postes. Quand le président arrive, dit, tu veux mon soutien, alors je veux tel poste. Tu veux mon appui, oui, mais je veux c'est ça telle la politique, en principe. Non. On n'apporte pas le soutien gratuitement, on n'apporte pas le soutien parce que vous êtes beau, gentil, vous avez une cravate bien nouée, etc. Si ça se fait dans le cadre d'un parti politique, c'est une bonne chose. Mais c'est parce que ce n'est pas un parti qui portait le président et que le parti disait, si tu veux mon appui, voilà ce que je veux. Oh, il y avait une centaine, il y avait même presque de 200 partis et chacun venait négocier. C'est quand même quelque chose qui nous mettait en difficulté et qui faisait qu'on n'avançait pas. Parce que même quand la personne est d'une grande nullité et est extrêmement populaire sur le terrain, vous êtes obligé de lui donner ce qu'elle demande. Parce que sinon, ben, vous êtes en difficulté dans sa zone de prédilection. Et ces choses-là ont quand même changé et je pense qu'on peut aller encore plus loin en faisant en sorte que les hommes politiques continuent d'apporter toutes leurs capacités patriotiques à la gestion de l'État, sans pour autant que l'État se ruine à les entretenir. Patriotique, c'est le mot qu'il faut surtout. Hein. Donc pour vous, il n'y aura pas grand-chose dans le discours de Romuald Wardani et de Mariam Chamita à l'occasion, puisque c'est pas du tout ce que j'ai dit. Pratiquement fait. J'ai dit que pour eux, ça sera d'autant plus facile que ce qui est fait est déjà perçu et qu'il leur suffit d'expliquer qu'il y a lieu de continuer ce qui est déjà fait. Ceux qui n'ont rien à faire valoir et qui seront obligés de dire, nous autres, quand nous allons venir, nous allons faire ci, nous allons faire ou balayer ceci ou balayer cela. C'est plus difficile. Donc, je considère que leur mission n'est pas aussi difficile, aussi complexe que celle de leurs adversaires politiques. Ils ont déjà un acquis qui est la capitalisation de ce qui a été fait depuis 10 ans, sur lesquels on peut débattre, chacun peut apporter son point de vue, encore que je considère que chaque personne qui apprécie une gouvernance le fait toujours en fonction de ses intérêts personnels, de ce qu'on a gagné et de ce qu'on a perdu. Donc, moi, quand j'écoute quelqu'un qui juge une gouvernance, je ne considère pas que cette personne est objective, parce que cette personne dit ce qu'elle dit par rapport à ce qu'elle a gagné ou perdu au sein de cette gouvernance. Par conséquent, même si le bilan qui est fait aujourd'hui est perçu par certains comme négatif, ce qui est important, c'est qu'une grande majorité des citoyens considèrent que ce qui a été fait pendant ces 10 dernières années a été positif. Et c'est sur ça que le duo va capitaliser, parce que l'unanimité étant impossible, une majorité qui se dessine est déjà un gain substantiel. C'est Carl Soke, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Bonne soirée.